tous. Je suis le professeur Guillaume Drago, je suis le président de l'Institut Famille et République et je vous souhaite la bienvenue pour cette conférence de presse de présentation de notre ouvrage collectif « Le mariage et la loi, protéger l'enfant ». Quelques mots sur le déroulement de cette conférence de presse et puis ensuite quelques mots de présentation au fond. Donc je vais présenter rapidement ce qu'est l'Institut Famille et République, quels sont les objectifs de cette conférence de presse, et puis je passerai ensuite la parole à Aude Mirkovic, ici présente, sur le sujet du constat et des enseignements que l'on peut tirer de l'application de la loi du 17 mai 2013, ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe. Puis ensuite, Christophe Eloge Duval, ici présent, prendra la parole en présentant le contenu de l'ouvrage. Vous avez le plan dans le dossier de presse qui est à l'entrée de cette salle, présentera le sommaire, les contributions. Geoffroy de Vries, qui est ici présent, présentera nos 7 propositions que vous avez également dans le dossier de presse. Et puis ensuite, bien, nous serons heureux de répondre à vos questions. Alors, qu'est-ce que c'est que l'Institut Famille et République en deux mots ? C'est tout simplement une association, au sens le plus classique du terme. C'est un groupe de réflexion de juristes. Nous sommes aujourd'hui plus de 120, des universitaires, des avocats, des notaires, des magistrats administratifs, judiciaires, des hauts fonctionnaires, des praticiens du droit dans l'entreprise. Et notre objet, c'est d'élaborer des propositions de nature essentiellement juridique sur toute question liée aux droits de la personne humaine et de la famille. Nous sommes créés depuis décembre 2013 et nous sommes une association non confessionnelle, apolitique, indépendante de toute contrainte idéologique économique. Nous avons évidemment des relations avec toute une série d'associations et de responsables publics, en particulier des parlementaires, des décideurs politiques, qui ont l'occasion de nous consulter, de nous demander des avis sur les questions intéressant la famille. Et nous sommes en relation, évidemment, avec toute une série d'associations de défense de la famille et d'experts dans les différentes instances, que ce soit de l'Union européenne ou du Conseil de l'Europe. Donc nous sommes d'abord une association de juristes qui réfléchit dans toutes les spécialités. Toutes les spécialités sont représentées au sein de notre association. Évidemment, des spécialistes de droit de la famille, ça n'étonnera personne, mais de droit constitutionnel, de droit administratif, de droit international, public, privé, fiscalité, patrimoine, etc. Notre objectif est évidemment de défendre une certaine conception de la famille, qui est l'union de l'homme et de la femme et des enfants qui en sont issus ou qui résultent de l'adoption. Et donc c'est à ce titre que nos réflexions nous ont conduits, après la loi du 17 mai 2013, ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe, nous ont conduits à réfléchir ensemble. Et cet ouvrage collectif est le fruit de cette réflexion. Le mariage et la loi, protéger l'enfant. Pourquoi nous réunir aujourd'hui, 2 ans et demi après l'application de la loi ? Bien, pour vous présenter évidemment cet ouvrage et pour nous faire connaître également. Cet ouvrage, 480 pages, 39 auteurs, 44 contributions. C'est un ouvrage principalement juridique, mais pas seulement juridique, j'y reviendrai, qui dresse un constat et qui veut proposer un certain nombre de solutions. C'est d'abord un ouvrage qui dresse un constat de l'application de la loi du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe, et les autres intervenants vont revenir sur ce constat. C'est un ouvrage qui souligne également les dérives qui sont issues de l'application de la loi, qu'il s'agisse de difficultés en matière d'adoption, qu'il s'agisse de procréation médicalement assistée, de gestation pour autrui. Les autres intervenants vont revenir sur ces questions. Et enfin, c'est un ouvrage qui veut énoncer des propositions multiples
qui ne sont pas, ce n'est pas une proposition univoque, ce sont des propositions multiples qui sont destinées aux Français, je dirais à la communauté nationale, et qui sont destinées évidemment aux législateurs. Et il est important de souligner, et nous en sommes très heureux, le fait que cette conférence de presse ait lieu au sein d'une des chambres du Parlement. Nous parlons d'abord aux Français, bien sûr, mais nous parlons à leurs représentants, c'est-à-dire que nous parlons aux législateurs. Et nous voulons lui dire que la loi du 17 mai 2013 n'est pas une législation irréversible, qui s'est en quelque sorte inscrite dans le marbre. La législation est réversible. On expliquera aussi par quelle voie procédurale cette législation peut être corrigée, peut être modifiée. Mais nous parlons au législateur parce que c'est lui qui est, en tant que décideur politique et de façon la plus légitime qui soit, qui sera conduit à agir dans ce domaine. L'idée principale de cet ouvrage et de nos réflexions, c'est de partir de l'enfant. D'où le sous-titre, qui n'est pas un sous-titre, on aurait pu mettre ça sur le même plan, le manège et la loi, protéger l'enfant, c'est protéger le plus faible. Protéger l'enfant au sein de la famille, protéger ses droits, protéger ses intérêts et le prémunir contre toute une série de dérives qui se traduisent en particulier par des dérives marchandes à travers la question, par exemple, de la gestation pour autrui. Donc c'est notre idée de départ. Notre idée de départ, c'est de dire qu'est devenu l'enfant dans le droit de la famille ? Qu'est devenu l'enfant depuis la loi du 17 mai 2013 ? Quel constat peut-on faire de l'application de cette loi en ce qui concerne le plus faible, c'est-à-dire l'enfant ? Et de ce constat, on tire un certain nombre de conclusions qui vont vous être présentées. Nous constatons qu'il n'y a pas d'obstacle juridique à la révision de la loi du 17 mai 2013. Il n'y a pas d'obstacle juridique et toute une partie du livre est consacrée à ce point. Il n'y a pas d'obstacle ni constitutionnel, ni tenant ni au droit de l'Union européenne, ni au droit européen du Conseil de l'Europe, concernant la possibilité d'une révision de la loi du 17 mai 2013. Je conclurai mon propos pour dire que, en tant qu'association de juristes, nous voulons participer au débat public. Les juristes ne sont pas enfermés, en quelque sorte, dans leur discipline technique qui les conduirait à ne tenir qu'une sorte de discours analytique des situations. Nous voulons participer au débat public, d'abord en tirant les enseignements de ces 2 années d'application, mais nous voulons le faire aussi tel que nous sommes, c'est-à-dire en essayant de dépassionner ce débat qui a quand même beaucoup divisé les Français. Et nous pensons que les juristes peuvent tenir un discours utile pour la société, utile pour les décideurs publics, conduisant à expliquer pourquoi il faut réviser la loi du 17 mai 2013, pourquoi il faut protéger le plus faible au sein de la famille, c'est-à-dire l'enfant. Évidemment, nous nous adressons le 14 janvier 2016 aux politiques dans un calendrier qui est celui que vous connaissez. C'est-à-dire que nous nous adressons aux futurs présidentiables, nous nous adressons aux candidats, nous nous adressons à ceux qui devront se saisir de cette question. Et je suis heureux de constater que au moins l'un des législateurs est ici présent et nous en sommes très, très honorés. Et nous nous adressons aussi à vous, journalistes, analystes, point où vous êtes, dans le métier que vous exercez, parce que vous êtes, vous, journalistes, un vecteur essentiel pour éclairer les Français sur cet enjeu social majeur qu'est la famille et son droit. Voilà ce que je voulais dire dans un premier temps au titre de l'ouverture de cette conférence de presse. Merci de votre présence. Nous souhaitons, après les différentes présentations qui vont être faites, dialoguer avec vous et nous en serons très, très heureux. Je termine en disant qu'au sein de cette salle, il y a un certain nombre d'auteurs
que je remercie beaucoup d'être présent aujourd'hui, d'auteur de ce livre blanc, parmi ces 39 auteurs. Et donc, nous serons susceptibles, eh bien, je l'espère, de pouvoir leur donner également la parole dans leur champ de spécialité en fonction des contributions qu'ils ont écrites pour cet ouvrage, Le mariage et la loi, protéger l'enfant. Merci. Donc, je vais passer tout de suite la parole à Aude Mirkovic. Merci, Monsieur le Président. Alors, effectivement, près de 3 ans après l'entrée en vigueur de la loi du 17 mai 2013, un premier bilan permet de constater que les violations des droits des enfants, qui étaient prévisibles et annoncées, se sont effectivement réalisées. C'est-à-dire que la loi du 17 mai 2013 a ouvert la boîte de Pandore dans les domaines de la filiation et de l'adoption. Et dans le contexte qu'elle a initié, la filiation de certains enfants est aujourd'hui trafiquée, manipulée, occultée, effacée même, pour satisfaire les désirs d'enfants de couples de même sexe, encouragés, trompés même par l'introduction dans le Code civil du concept de parents de même sexe. Je donnerai simplement 2 illustrations. Aujourd'hui, on constate que la justice valide la fabrication d'enfants sans père lorsqu'elle accepte de prononcer l'adoption d'un enfant par la conjointe de sa mère, alors que l'enfant a été conçu à l'étranger en violation de la loi française d'une insémination artificielle avec donneur. Donc cet enfant a été délibérément conçu sans père, sans lignée paternelle, de manière à le rendre juridiquement adoptable. Également aujourd'hui, la justice française accepte de fermer les yeux sur la gestation pour autrui dès lors qu'elle se pratique à l'étranger au mépris de la prohibition française, et notamment des gestations pour autrui commandées par des couples d'hommes qui, en plus de tous les maux que la gestation pour autrui impose à l'enfant de façon générale, ajoutent à cela que l'enfant est privé de mère et de lignée maternelle. Alors, la Cour de cassation, jusqu'à présent, protégeait les enfants refusant de valider ces procédés qui réalisent des atteintes à la filiation d'autrui et des détournements de l'adoption. Détournement de l'adoption parce qu'il s'agit de concevoir des enfants rendus adoptables. Et comment Parce qu'ils sont délibérément amputés d'une branche de leur filiation, paternelle ou maternelle, selon les cas. Donc nous assistons, depuis la loi du 17 mai 2013, à une démission de la justice qui entérine ces détournements, ces fraudes, ces violations des droits des enfants, sous le prétexte cynique de préserver l'intérêt des enfants en question et plus précisément leur vie privée, comme si la vie privée des enfants était le seul aspect en cause. Alors heureusement, il est possible, bien entendu, de remédier à ces détournements et à ces fraudes en vue d'un plus grand respect de l'enfant, et non seulement de faire échec à ces pratiques, mais en plus de refonder le droit en général, le droit de la famille en particulier, et de la filiation également, de manière à prévenir pour l'avenir les dérives auxquelles nous assistons pour éviter que celles-ci ou d'autres n'arrivent. Alors, je ne donnerai là encore que quelques illustrations. Par exemple, le droit international, qui a une valeur supérieure au droit interne, interdit de priver délibérément un enfant d'un de ses parents biologiques ou les deux. C'est l'article 7 de la Convention internationale des droits de l'enfant. Bon, eh bien, il se trouve que la conception d'un enfant au profit d'un couple de même sexe suppose par définition que cet enfant soit privé soit de père, soit de mère. C'est donc contraire aux droits de l'enfant, et le seul moyen de respecter les droits de l'enfant, c'est de renoncer à cette pratique. Autre exemple, la dignité humaine s'oppose interdit à l'esclavage. Le Code pénal français incrimine depuis peu de nouvelles formes modernes de traite des êtres humains, qui consistent à exercer sur un individu un des attributs de droit de propriété. Eh bien, le fait pour une femme de remettre l'enfant qu'elle a porté et pour les commanditaires de le recevoir, que ce soit à titre gratuit ou à titre onéreux, peu importe, revient à effectuer sur l'enfant un acte de disposition, qui est la prérogative par excellence du propriétaire, c'est-à-dire à se comporter sur l'enfant comme le propriétaire d'une marchandise, quelle que soit l'intention, qui ne suffit pas à changer la qualification des faits.
Donc, étant donné que cette pratique est gravement contraire en elle-même à la dignité humaine, le seul moyen de respecter la dignité de l'enfant et ses droits, c'est à nouveau de renoncer à cette pratique. Donc, on voit que respecter les droits de l'enfant, finalement, suppose tout simplement d'éradiquer ces pratiques pour éviter aux enfants de les subir et de les priver des faits lorsqu'elles sont déjà réalisées, comme l'avait d'ailleurs indiqué le Conseil constitutionnel lorsqu'il a examiné la conformité à la Constitution de cette loi du 17 mai 2013. Bon, les désirs d'enfant sont certes légitimes, mais ils ne peuvent pas être réalisés à n'importe quel prix, notamment si le prix est la violation des droits de l'enfant. Donc il apparaît que respecter les droits de l'enfant, finalement, est très simple, mais que cela suppose, en pratique, de renoncer à certains désirs, les désirs qui ne peuvent être réalisés qu'au moyen d'une méconnaissance des droits de l'enfant. Le droit fournit de nombreux outils pour cela, il suffit de se décider à les utiliser. Donc beaucoup de ces outils sont contenus dans ce livre blanc, à la disposition des parlementaires, des juges, des ministres, et à vrai dire de tous ceux qui veulent prendre au sérieux les droits de l'enfant. Je vous remercie. Merci beaucoup. Donc, troisième intervenant, je passe la parole à Christophe Eoche-Duval. Merci, Monsieur le Président. Donc, en quelques mots de présentation du contenu de cet ouvrage que vous avez devant les yeux, que vous pourrez demander. Il a été donné tout à l'heure son tiercé, 488 pages, 44 contributions, 39 auteurs, mais plus sérieusement, bien sûr, ceci ne reflète pas la richesse du contenu de cette somme que je vous invite donc à aller constater dans votre dossier de presse aux pages 4 et 5. Vous en avez l'extrait du sommaire. Et ce plan est divisé en 4 parties car il a répondu à 4 interrogations. La loi est-elle à réviser? La loi est-elle réversible? Comment et par quels moyens peut-on réviser la loi? Et au-delà d'une loi circonstancielle et peut-être partielle, par quels nouveaux principes, par quelles nouvelles normes remplacer l'actuel droit de la famille? C'est parce qu'il y a questionnement qu'il y a eu nécessairement un raisonnement pluridisciplinaire, exhaustif. Cela a été souligné, 39 auteurs, tous juristes à l'exception de 2, un pédopsychiatre et un économiste qui se sont joints à cette pluridisciplinarité. Cette exhaustivité a conduit les spécialistes des sujets à conclure par des intitulés désormais positifs dans l'intitulé des 4 parties, car il reflète effectivement la conclusion positive aux 4 questions que ces chercheurs s'étaient posées. Et donc la première partie, eh bien, c'est une loi à réviser. En effet, sont développées, vous verrez, les multiples nécessités d'ordre juridique, mais pas seulement, qui impliquent de réviser cette loi, qui a posé finalement plus d'insécurité et de désordre que de bénéfices, notamment au profit de l'enfant, et entraînant finalement une imparfaite et surtout adémocratique saisine du juge nécessitant sa réécriture partielle de la loi. La deuxième partie est intitulée « Une loi réversible ». Réversible car effectivement les auteurs ont analysé objectivement les objections qu'intellectuellement il est légitime de se poser à la question de révision de toute loi, d'ailleurs entrée dans l'ordre du droit positif. Et ils ont pu répondre positivement à cette question en démontrant qu'en l'espèce, ces objections eh bien, sont soit parfaitement surmontables, soit même parfois elles n'étaient pas opérantes. Troisième partie, les moyens de réviser la loi. Ces moyens, vous le découvrirez dans le document, empruntent plusieurs voies. Voies parlementaires, voies constitutionnelles, voies même référendaires, qui sont détaillées chacune par les spécialistes de ces questions, toutes théoriquement possibles, certaines peut-être plus valables les unes que les autres, mais de toute façon et en tout état de cause, c'est toujours au souverain qui, dans notre Constitution, est le peuple, qui directement ou par l'intermédiaire de ses représentants, à qui il appartiendra de choisir l'une ou l'autre de ces voies, voire même de les moduler, pourquoi pas, pour réviser la loi du 17 mai 2013. Enfin, la quatrième partie de cet ouvrage s'intitule « Le droit de la famille à refonder ». À refonder, précisément, sur quel fondement réécrire cette nouvelle loi, même si le droit de la famille est un droit concret, un droit vivant, je dirais un droit de la personne humaine,
Eh bien, des auteurs ont tenu d'abord à esquisser quelques principes fondamentaux qui pouvaient guider un nouveau droit, une nouvelle refondation du droit de la famille, largement bouleversé depuis les 30 dernières années, et pouvant guider ainsi le législateur pour davantage structurer ce droit que finalement la contingence ou la volatilité des opinions, voire des modes, pour construire un droit civil de la famille. Puis d'autres auteurs se sont employés à montrer par des propositions concrètes, par des recommandations, à chaque fois précises, à chaque fois argumentées, qu'un autre droit de la famille est possible, est envisageable. Et d'ailleurs, de cette richesse des auteurs, il y a des constitutionnalistes, il y a des civilistes, il y a des publicistes, il y a des privatistes, a surgi la variété finalement des solutions, des préconisations simples, envisageables, et qui, comme pour la voie empruntée, seront finalement, in fine, à la disposition du débat public et du choix qui reviendra, in fine, donc aux décideurs politiques, mais toujours au nom du souverain qui, dans notre Constitution, est, comme vous le savez, le peuple. Merci pour votre attention sur ce détail du sommaire. Merci beaucoup. Et donc, comme prévu, je passe la parole à Geoffroy de Vries pour la présentation des 7 propositions que vous trouverez page 12 dans le livre blanc et dans le dossier de presse également. Oui, au regard de ce constat et des différentes contributions réalisées, nous avons souhaité mettre en exergue 7 propositions qui ont pour effet d'apaiser les consciences, d'équilibrer les droits et de protéger l'enfant. C'est cette ligne qui nous a menés tout au long de nos travaux. Il faut tout d'abord, dans ce souci de respect de l'enfant, abolir au plan mondial la gestation pour autrui, qui est une nouvelle forme, comme il était rappelé, de traite des enfants et des femmes, et ce grâce à une nouvelle convention internationale qui lui serait dédiée, ou un protocole additionnel, ou encore un amendement porté à une convention existante. Et la France, patrie des droits de l'homme, doit mener le combat pour y parvenir. C'est notre première proposition. En conséquence, et c'est notre seconde proposition, nous souhaiterions que soit mis fin, notamment en renforçant la loi pénale et en l'appliquant sans faiblesse, au détournement par des ressortissants français, tant de la PMA, pourtant réservée aux couples hommes-femmes, que de l'interdiction de toute GPA. Nous souhaitons également, c'est notre troisième proposition, modifier le droit de l'adoption, afin que soit consacré le principe « un enfant, 2 parents, père et mère ». Il s'agit en conséquence tout d'abord de réserver l'adoption d'un orphelin à un couple formé d'un homme et d'une femme, de n'autoriser l'adoption par un adulte de l'enfant de son conjoint qu'au sein d'un couple formé d'un homme et d'une femme, et enfin, de supprimer l'adoption par des personnes célibataires, qui est une exception tirée de l'histoire de la Première Guerre mondiale, qui n'a plus aujourd'hui de justification. Nous souhaitons également, et c'est notre quatrième proposition, en conséquence également, protéger efficacement les enfants, et donc le mariage et la famille, et ce, au niveau de la Constitution française, en y inscrivant dans le marbre constitutionnel les principes constitutionnels du mariage comme étant l'union entre un homme et une femme, et du droit de l'enfant à être, dans la mesure du possible, élevé et éduqué par son père et par sa mère. C'est l'article 7 de la Convention internationale des droits de l'enfant. Et cette révision de la Constitution doit être un préalable à toute révision de la loi du 17 mai 2013. Et elle permettra de donner ainsi à une telle révision sa pleine légitimité démocratique, et elle permettra d'en assurer le respect, si c'était nécessaire, par le Conseil constitutionnel. Elle permettrait aussi, cette révision constitutionnelle, de montrer au monde, à l'Europe, et en plus particulier à la Cour européenne des droits de l'homme, la forte marge d'appréciation revendiquée par la France sur ces sujets. Nous souhaitons donc, en conséquence de cette révision, c'est notre cinquième proposition, réécrire la loi du 17 mai 2013, ce qui impliquera juridiquement des révisions, des abrogations pour l'avenir des dispositions qui ont été introduites dans le Code civil
Cette révision, bien évidemment, ne vaudra que pour l'avenir, en préservant les situations légalement acquises. Nous souhaitons également, et c'est notre 6e proposition, offrir aux personnes ne pouvant pas se marier ou ne voulant pas se marier des solutions juridiques d'ordre civil, patrimonial, fiscal, qui prennent en compte leur communauté de vie. Car nul ici ne nie leur droit légitime à vivre ensemble et la stabilité de leur relation est socialement utile. Enfin, et c'est notre 7e proposition, nous souhaiterions que soit menée une vraie politique familiale en faveur de la famille, notamment en garantissant le quotient familial et les allocations familiales conformes à leur but. Et cela suppose également d'instituer une nouvelle gouvernance de la famille, avec un ministère plein de la famille et un pilotage efficace interministériel de cette politique familiale. Voilà, Monsieur le Président. Merci, merci beaucoup. Alors, pour conclure, avant de passer à une phase d'échange entre nous, la diffusion de cet ouvrage a été faite à l'égard de l'ensemble des parlementaires français, c'est-à-dire l'ensemble des députés, l'ensemble des sénateurs et l'ensemble des députés français au Parlement européen. Nous l'avons également envoyé à un certain nombre de dirigeants des grands partis politiques, plus un certain nombre de personnalités de la société civile, associations, sociétés civiles, responsables religieux, etc. La diffusion de ce livre sera faite dans les bonnes librairies juridiques de la rue Soufflot, vous n'aurez pas à aller très loin, et puis également la diffusion en effet sur le site institutfamilleetrépublique.fr, dont vous avez les références dans la 4e de couverture et également dans le communiqué de presse et le dossier de presse. Voilà. Alors, à ce stade, eh bien nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions. Si vous voulez bien vous présenter, ça nous facilitera la tâche. Vous avez un micro si jamais vous souhaitez peut-être. Marine Lamoureux de La Croix, j'ai deux questions. Qui est l'éditeur du livre? Est-ce que c'est l'Institut? Et par ailleurs, on ne doute pas qu'il y ait des arguments juridiques pour revenir sur la loi Taubira. En revanche, il y a évidemment un contexte politique complexe, quelle que soit l'alternance ou pas en 2017. Évidemment que les obstacles politiques sont majeurs. Donc, au-delà des arguments juridiques que vous donnez. Je vais vous répondre à la première partie de la question. L'Institut Famille et Public, après avoir consulté des éditeurs, y a renoncé pour des raisons en réalité de temporalité. Il n'était pas dans les délais de nous faire ce livre dans le contexte que nous voulions en début 2016, et donc nous avons renoncé à cette voie. Nous avons choisi l'auto-édition, car en fait elle supprime certains circuits, on va dire, que vous connaissez dans le métier. Voilà, donc pour que le livre puisse paraître début janvier, nous ne l'aurions pas eu par la voie d'un éditeur. Nous le regrettons parce que la diffusion, comme on l'a été dit, est limitée peut-être aux librairies juridiques, mais c'est là essentiellement qu'est le cœur du lectorat que nous souhaitons aussi toucher. Plus de toute façon les internautes qui peuvent se le procurer par Internet. Il est inscrit à l'ISBN, il apparaît dans le catalogage officiel des ouvrages parus. Pour commencer à répondre à le deuxième élément de votre question, nous sommes des juristes. Donc notre propos n'est pas de dire aux politiques ce qu'ils doivent décider. Chacun doit agir dans son registre propre. Ceci étant dit, nous mesurons, et chaque Français mesure très bien, évidemment, les enjeux et les tensions politiques que ce sujet produit, et va produire nécessairement dans le débat des élections, des échéances politiques majeures à venir. Nous ne sommes pas du tout naïfs sur ce plan-là. Mais je dirais, et je le dirais en juriste, que lorsque vous aurez lu ce livre, le constat que nous faisons, et qui est un constat juridique, mais qui est aussi un constat social, et qu'on ne peut pas rester
à la législation du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe. On ne peut pas rester sur cette législation parce qu'elle a, comme le disait Odmirkovic, ouvert une boîte de Pandore. Elle a produit toute une série de réactions en chaîne que l'on ne peut pas, dont on doit tenir compte. On ne peut pas ne pas en tenir compte. Et les politiques nolens-volens, qu'ils le souhaitent ou qu'ils ne le souhaitent pas, devront s'interroger sur les suites, les conséquences qu'a produit cette loi et les suites à apporter à la législation de 2013. Et notre réponse, encore une fois, qui n'est pas univoque, est de dire le législateur français devra intervenir nécessairement pour corriger ce qu'on pourrait appeler des malfaçons, mais surtout toute une série de dérives, et parce que également les juges ne sont pas restés évidemment inactifs depuis la loi du 17 mai 2013. Vous avez, chacun a en tête toute une série de décisions majeures, qu'il s'agisse de décisions du Conseil constitutionnel, bien sûr, de la Cour de cassation ou des juridictions administratives sur cette question. Donc le sujet n'est pas resté inactif depuis 2013, même si beaucoup ont voulu le faire sortir des écrans radars. Donc le législateur devra nécessairement intervenir pour régler un certain nombre de questions qui restent en suspens, et parce que nos juridictions suprêmes se sont prononcées sur ces questions et que ces décisions constituent une sorte d'appel au législateur. Alors, ça c'est une première partie de la réponse. La deuxième partie de la réponse, puisque vous nous dites, voilà, les politiques sont évidemment essentielles dans ce débat. La deuxième partie de la réponse, c'est de dire que, en fonction, en particulier, de certaines jurisprudences, je pense en particulier à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, dans le contrôle de la loi du 17 mai 2013, eh bien, cette jurisprudence est un appel aux constituants. On nous dit, en gros, le Conseil constitutionnel nous dit, ce sont des questions de société qui relèvent de la compétence du législateur. Donc, je vous ai apporté une réponse en disant que le législateur devra intervenir pour toute une série de raisons, parce que la situation juridique n'est pas restée inactive, et là, au contraire, considérablement évolué. Mais la proposition que nous faisons, c'est que, en fonction de ces jurisprudences, si on veut stabiliser la situation du droit de la famille et promouvoir le mariage comme étant l'union d'un homme et d'une femme, il est fort probable, c'est peut-être pas absolument certain, mais il est fort probable qu'il faudra l'inscrire dans la Constitution. Parce que les contraintes issues de la jurisprudence postérieure à 2013 risquent d'obliger les décideurs publics à passer par la voie constitutionnelle. Je dirais, la voie constitutionnelle, on a l'impression que ça devient une espèce de leitmotiv de la vie politique française, avec un certain nombre d'éléments erratiques, mais on en est déjà à 25 révisions de la Constitution si celle qui se présente sur le sujet du jour est adoptée. On peut faire une 26e sans que ça pose de difficultés absolument insurmontables. Je veux dire, juridiquement, bien sûr. Politiquement, ce n'est pas à nous de décider des grands équilibres politiques. Simplement, nous voulons être présents, comme je l'ai dit à la fin de mon intervention, dans le débat public pour dire, les juristes sont là pour dire ce que vous pourriez faire. On nous dit, mais on ne peut pas faire, on ne sait pas faire, on ne nous a rien dit, on ne sait pas, etc. Mais si, maintenant, vous savez. C'est pas tellement ça qu'on aurait tort plutôt, on ne peut pas faire. Ah, mais bien entendu. Vous apportez des outils juridiques à partir du moment où la volonté politique va se pencher sur ces questions. Et vous semblez dire que le politique, quelque part, sera acculé notamment à corriger certaines conséquences de la loi de 2013. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple d'un élément lié aux conséquences de la loi Taubira qui fait que le politique ne peut pas rester indifférent et va être obligé, quelque part acculé par les conséquences de son propre projet, à faire peut-être machine arrière ou en tout cas à réagir. Aude Mirkovic va vous répondre. Oui, on peut donner un exemple, c'est-à-dire que le législateur, bien sûr, peut rester les bras ballants à observer les violations des droits de l'enfant se pratiquer devant les juridictions françaises, mais il laisse s'accumuler des bombes à retardement, parce qu'un jour ou l'autre, ces violations des droits de l'enfant qui sont directement issues de la loi de 2013, mais peu importe à la limite d'où elles sont issues, ces violations des droits de l'enfant vont être elles-mêmes portées devant les tribunaux par les enfants en question.
Parce qu'aujourd'hui, ils ont 1 mois, 1 an, 3 ans, 5 ans, donc ils ne sont pas là pour se plaindre. Mais les enfants qui ont été délibérément privés de leur filiation paternelle pour laisser la place vacante, pour être adoptés par une seconde femme, qu'est-ce qu'ils vont dire, eux, dans quelques années, quand ils vont venir demander des comptes à l'État français de la violation de leurs droits garantis par un engagement international de la France? Bon, eh bien, si le législateur est resté les bras ballants, ça va coûter très cher à l'État français. Donc déjà, rien que pour cette raison financière, il serait temps de prendre au sérieux les violations des droits de l'enfant. Ou alors, eh bien, évidemment, on peut admettre que les droits de l'enfant, finalement, ne sont plus d'actualité, dénoncer les conventions internationales de respect des droits de l'enfant, et puis institutionnaliser leur utilisation pour réaliser les désirs des adultes. Mais je vois mal le législateur, pour le coup, assumer, et c'est pas du tout souhaitable. Hein. Donc aujourd'hui, on a un espèce de langage schizophrène. Nous proclamons des droits pour les enfants, nous faisons semblant de vouloir les respecter, et en fait, nous entérinons toutes les violations de ces droits. Mais ça, c'est un système incohérent et qui ne peut pas durer, ne serait-ce parce que les victimes, un jour ou l'autre, vont se plaindre. Et ce serait un petit peu dommage d'attendre que les victimes se plaignent pour commencer à prendre au sérieux leurs droits. Il serait bien plus raisonnable pour le législateur français de le faire tout de suite. Et étant donné qu'on constate aujourd'hui que les juridictions acceptent d'être mises devant le fait accompli de la violation des droits des enfants, eh bien oui, le législateur doit intervenir comme il le fait à chaque fois qu'il faut, entre guillemets, briser une jurisprudence ou tout simplement remédier à une jurisprudence, ou si on veut voir les choses de façon un petit peu plus positive, répondre à une invitation du juge qui somme le législateur d'intervenir parce qu'il n'a pas lui-même les moyens, que les moyens ne lui sont pas donnés assez clairement par la loi pour juger lui-même. Voilà, mais enfin, dans tous les cas, les appels aux législateurs sont clairs, et un jour ou l'autre, ils seront le fait des victimes elles-mêmes. Et oui, Chrétienne, vous avez indiqué tout à l'heure que vous aviez adressé l'ouvrage à l'ensemble des parlementaires français, en France et au niveau européen. Mais est-ce que vous pensez que ce sera suffisant pour les convaincre? Parce que c'est quand même un livre qui doit recevoir parmi d'autres, sans finir votre travail. Est-ce que vous avez prévu d'autres actions, peut-être pour aller les rencontrer directement? Vous parliez également vous aviez envoyé l'ouvrage aux principaux responsables du parti politique en France. Est-ce que vous pensez également peut-être aller les rencontrer en vue de l'échéance électorale qui s'approche en 2017? Bien entendu, dans la lettre qui accompagne l'envoi du livre, nous leur proposons à chacun de les rencontrer. Et pour ce qui concerne les grands partis politiques, nous leur demandons expressément une rencontre, de façon d'abord à leur présenter évidemment nos réflexions et nos propositions, recueillir leur avis et évidemment essayer de les convaincre pour ceux qui seraient encore à convaincre, si j'ose dire. Soyons positifs. Autre question. Un des enjeux, ça va être évidemment que ce thème de la famille soit un des enjeux de la présidentielle, comme vous le soulignez à votre tribune ce matin. Il y a énormément de sujets, chacun le sait aujourd'hui, qui sont également prioritaires concernant la campagne, l'économie, les attentats, la sécurité, les enjeux de droit également, entre liberté et sécurité. Qu'est-ce qui vous fait dire que la famille va être un sujet? Est-ce qu'il ne peut pas se passer l'inverse? C'est-à-dire, il y a eu tellement de remue-ménage autour de cette loi, il y a eu tellement de mobilisation, que ça pourrait finalement être un sujet secondaire, surtout qu'on sait que la famille, en général, dans les campagnes présidentielles, ce n'est pas le premier sujet. Alors, on peut faire un constat différent, si vous permettez. On constate dans les études d'opinion que pour les Français, la famille est une valeur fondamentale. C'est récurrent, enfin, c'est absolument permanent depuis une trentaine d'années. La famille est une valeur fondamentale à laquelle les Français et les Françaises sont considérablement attachés. Deuxième remarque, dans la situation d'incertitude économique, justement, qui est celle de notre pays actuellement, la famille est la communauté stable dans laquelle les Français se retrouvent. Voilà, on sort des fêtes de fin d'année, chacun peut le constater, me semble-t-il, dans sa propre famille.
Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais c'est une sensation personnelle, mais il me semble que ce Noël, faisant suite, ces fêtes de fin d'année faisant suite aux événements tragiques qu'a connus la France, a permis de vérifier de façon encore plus forte ce sentiment. Je ne sais pas si vous le sentez comme ça, mais moi je l'ai quand même senti de cette façon. Et donc, la famille reste à l'évidence une valeur, et même pas une valeur refuge, c'est une valeur qui construit la société. Il n'y a pas besoin de faire de grands discours là-dessus. Et donc, notre fonction, je dirais même notre fonction de citoyen, c'est de faire en sorte que les politiques se rappellent cette valeur fondamentale et puissent la promouvoir dans leur projet. Nous n'avons pas d'illusion sur le fait que ce sujet, les politiques, parce qu'il est extrêmement délicat, voudront le laisser de côté. Donc notre fonction sociale, je l'ai dit, c'est en tant que juriste de dire ce qui peut être fait. Moi, je suis absolument persuadé, vous pouvez considérer que c'est une opinion personnelle, mais le travail de réflexion que nous avons fait, me semble qu'on pourrait faire ce constat collectif pour tous ceux qui sont ici, que ces questions familiales reviendront sur le devant de la scène. D'ailleurs, la réalité nous envoie, comme on dit, des cartes postales tous les jours. Le fait qu'il y ait tous les jours des décisions de jurisprudence et que ces décisions de jurisprudence soient relatées dans la presse. On avait encore des audiences à Rennes avant-hier sur des questions d'adoption. Ne nous inquiète pas sur le fait que ce sujet reviendra sur le devant de la scène. Et si finalement l'actualité, qui est dans ce domaine-là parfois une actualité souvent malheureuse, ne revient pas, nous nous chargerons de revenir en rappelant aux politiques que ce sujet était évidemment un sujet majeur. Pour compléter, je ne pense pas qu'il y ait de contradiction, mais de concurrence entre ce sujet et d'autres sujets qui soucient les Français, tels que la sécurité intérieure, l'économie, le chômage, parce qu'in fine, la question qui se pose, et vous faisiez référence à notre tribune, c'est la question de la société dans laquelle nous voulons vivre demain. Et je pense qu'un État doit se soucier de la vie des hommes et des femmes qui composent la société, pour assurer un renouvellement des générations, pour assurer aux hommes et aux femmes de pouvoir avoir un travail, de pouvoir vivre dans une société qui les protège. Tout est lié. Et sur un plan plus technique, je suis persuadé, nous le sommes tous, que cette loi du 17 mai 2013 sera plus facilement révisable que les 35 heures, que le statut de la fonction publique, que d'autres sujets qui ont, au dire de certains responsables politiques, leurs priorités. Donc il y a un ensemble de priorités qui ne sont pas, et notre sujet n'est pas concurrent, ou davantage ou moins prioritaire que les autres, il l'est, point. Anne-Marie, oui, allez-y. Juste une petite remarque sur les sujets qui, évidemment, dans l'actualité, prennent le pas sur la famille, et notamment celui qui nous occupe aujourd'hui, celui du djihadisme et du terrorisme. Ne croyons pas que ce soit sans lien avec la famille. Et les constats qui sont effectués sociologiques sur beaucoup de ressorts de ces jeunes Français perdus, qui se jettent à bras ouverts dans le fanatisme, c'est qu'il y a une désagrégation familiale colossale et notamment une carence paternelle évidente. Le constat est fait, alors évidemment, les sociologues patentés n'insistent pas trop sur ce sujet, mais alors le lien entre la désagrégation familiale et la perte de repères complète d'un certain nombre de jeunes, c'est évident. Donc c'est pas un sujet qui n'est pas sans lien avec l'actualité. Je pense que la cellule familiale et sa sécurité ont des liens très nets avec l'état global de la société et l'intérêt général. Il y a un lien, bien sûr, entre la famille et l'intérêt général et national. Je vous en prie. Vous ferez savoir un peu les réactions des différents politiques que vous approchez. Est-ce que vous ferez connaître d'une façon ou d'une autre, c'est votre première initiative, et pour ainsi dire qu'elle est marquée tout de même par un travail absolument considérable, est-ce que vous nous ferez connaître les réactions, notamment des leaders politiques, dont vous nous dites que vous leur avez écrit en accompagnement de l'ouvrage que vous leur remettez?
sous le contrôle du président, je pense que nous aurons avec chacun des responsables politiques que nous rencontrerons des discussions qui seront profondes et qui devront, me semble-t-il, rester confidentielles pour autant que ces personnes nous autorisent à en dévoiler le contenu. Mais chacun a sa position, les grands candidats potentiels, chacun a sa position ou semble l'avoir. Nous souhaitons, en tant que juristes, peut-être les convaincre que c'est possible de réviser ce texte et de leur proposer un ensemble d'options, libre à eux de prendre ce qu'ils semblent utile. La discussion restera, je le pense, confidentielle, et s'ils veulent communiquer sur ces rencontres, ils le feront, mais ce ne sera pas à nous de le faire. Une question que vous n'avez pas posée, donc je vais la poser moi-même. Le général de Gaulle. Non, non, merci de cette comparaison, mais non, un peu forcé. Est-ce que vous présentez un projet de loi tout ficelé, n'est-ce pas, que dans les politiques pourraient saisir? La réponse est non. C'est une question qu'on a eue en interne dans cette réflexion, qui était de dire, ben voilà, si on fait des propositions, il faut que ces propositions elles soient formalisées. Le droit, ça se formalise dans des textes, dans des articles, dans des codes, etc. Alors, dans les différentes contributions, vous verrez un certain nombre de propositions, que ce soit des propositions de révision d'articles du Code civil, pour expliquer comment corriger un certain nombre de malfaçons, de défauts ou de dérives. Et également des propositions d'inscription dans la Constitution. Je vois Anne-Marie Le Pourrier à ma droite, qui le fait dans sa contribution. Mais nous avons considéré que présenter une sorte de projet de loi ficelé, c'était servir de repoussoir. C'était dire, voilà, Famille et République présente son projet de loi, c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire, bien entendu. Donc ça aurait servi de repoussoir. Donc, d'abord, il faudra lire un peu le livre, quand même, c'est une bonne lecture pour les longues soirées d'hiver. Et ensuite, il faudra engager la réflexion. Je vous ai dit dans la présentation initiale que notre discours n'était pas univoque. Donc il y a différentes questions, différents sujets, différentes réponses que nous apportons. Et donc nous ne souhaitons pas, en quelque sorte, présenter quelque chose qui serait entièrement ficelé et qui produirait une sorte de réponse binaire. Vous choisissez ce que propose Famille et République ou vous ne choisissez pas. On peut raisonnablement supposer que ce livre déclenchera un certain nombre de réactions dans toutes les composantes de la société. En tout cas, nous l'espérons, puisque nous voulons ouvrir le débat. Eh bien, ce débat n'est pas un débat binaire. Vous voulez dire un mot? Si vous voulez, André Bonnet, allez-y. Oui, André Bonnet, avocat et ancien président de tribunal, et objecteur de conscience à la loi Taubira, ayant démissionné de ses fonctions de tribunal par objection de conscience, en espérant à l'époque être le premier et s'avérant finalement être le seul pour l'instant. Je voudrais dire, je parlerai simplement de ma contribution qui est un aspect de ce qui a été évoqué tout à l'heure. Il s'agit notamment du problème européen. Et si j'ai tenu à faire cette contribution, c'est notamment parce que cette question de l'abrogation de la loi Taubira doit être un véritable signal d'alerte pour l'ensemble des citoyens et pour l'ensemble des responsables politiques. Je m'explique. Vous avez vu que dans l'actualité, des pays divers de l'Europe, encore récemment, ont inscrit dans leur constitution le fait que le mariage était homme-femme. Or, les Français ignorent que le traité de Lisbonne donne désormais une suprématie au droit communautaire, à la charte des droits fondamentaux, sur y compris la Constitution nationale. Et donc on peut s'attendre à un vrai débat dans les prochains mois, lorsque les institutions européennes, avec prudence, parce qu'elles savent que ce que je viens d'exposer est peu connu et que beaucoup de gens se révolteraient, sans doute le jour où ils l'apprendront, on peut s'attendre à ce que les institutions européennes prennent des mesures à l'encontre de ces pays en leur expliquant que non, que sur un point comme celui-ci, il faut que leur révision constitutionnelle soit conforme à la Charte des droits fondamentaux. Or, la Charte des droits fondamentaux comporte plusieurs dispositions, plusieurs articles, qui semblent affirmer de façon définitive qu'on ne peut pas empêcher des gens de se marier à raison de leur identité de sexe
parce que ce serait une discrimination commise par raison de l'orientation sexuelle. Et il va donc y avoir un problème fondamental qui va se poser au niveau européen, mais qui va rebondir en France, parce qu'on va découvrir brutalement dans quelques mois qu'il y a là une difficulté fondamentale à laquelle, malheureusement, on n'a pas accordé une attention suffisante. Alors, l'objet de la contribution, et je serai très bref pour terminer, consiste à dire qu'il y a cette difficulté fondamentale, mais qu'elle se double par un scandale sur le plan, j'allais dire, éthique et politique. C'est-à-dire que la Charte des droits fondamentaux, vous n'imaginez même pas la manière dont elle a été adoptée, d'une façon radicalement antidémocratique. C'est-à-dire que l'un des auteurs, l'un des membres du présidium chargé d'élaborer cette charte, M. Bréban, qui était un ancien président de la section du contentieux du Conseil d'État, a écrit un livre que vous trouverez au Point Seuil en 2001, dans lequel il expose la manière dont ce coup d'État s'est déroulé dans le détail, avec la volonté d'imposer, y compris aux chefs de gouvernement, les résultats de débats dans cette enceinte. Et donc il y a un véritable problème à la fois démocratique, politique et moral. Et l'objectif de la contribution que j'ai donnée dans cet ouvrage, donc, c'est de montrer qu'il y a à la fois ce qu'on a, mais bien sûr qu'il y a peut-être une solution pour s'en sortir. Et en deux mots, la solution pour s'en sortir, c'est ce qu'exposait tout à l'heure Aude Mirkovic, c'est de remettre au premier plan l'intérêt supérieur de l'enfant. Parce que lorsque la charte proclame un droit, elle le fait à l'égard d'un individu. Et vous ne pouvez pas proclamer un droit à l'égard d'un individu si dans le même temps vous violez fondamentalement le droit d'un autre citoyen. Donc vous ne pouvez pas proclamer le droit à la filiation, par exemple, dans le cadre d'un mariage homosexuel, si vous ne respectez pas en même temps l'intérêt supérieur de l'enfant, c'est-à-dire le fait d'avoir un père et une mère. Alors on dira certes que l'intérêt supérieur de l'enfant, ce n'est peut-être pas d'avoir un père et une mère, ça peut rentrer dans le débat politique. Mais il n'y a rien dans le débat sur la Charte des droits fondamentaux qui porte sur ce point. Donc la question n'est pas tranchée. Et donc ce à quoi il faut arriver, c'est à remettre en premier plan le principe de subsidiarité des États, de façon à ce que la France ne soit pas bloquée par une interprétation restrictive et totalitaire de la Charte des droits fondamentaux, et qu'elle puisse, au don de cette subsidiarité, revenir sur cette loi Taubira en montrant qu'effectivement, par ses conséquences sur la filiation, elle est évidemment contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant. Merci. Pour plus de détails, il y a 39 contributions. Les 39 auteurs ne sont pas tous présents, ne pourront donc pas tous présenter leur contribution. Si les journalistes souhaitent, nous pourrons les orienter vers les auteurs. Et s'ils souhaitent approfondir voilà, le questionnement d'un auteur d'une contribution. Merci.